Je remercie Maître Chikaya et je donne la parole au professeur Maurice Kanto. Vous avez la parole, professeur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, il me revient dans le cadre de ce second tour des plaidoiries orales de la Guinée équatoriale d'éclairer la Cour sur 3 points exposés par la partie adverse dans ces plaidoiries hier. D'abord, je ferai quelques brèves, mais très brèves, remarques sur certains faits qui ont été allégués. Ensuite, je rétablirai le véritable objet de la procédure en indication de mesures conservatoires pour lesquelles nous sommes devant cette Cour aujourd'hui. Objet qui a été largement ignoré par la partie adverse lors de ces plaidoiries d'hier. Ensuite, je reviendrai sur la question du risque réel de préjudice irréparable et enfin, je montrerai non seulement qu'il n'y a pas lieu de rayer l'affaire du rôle de la Cour, mais qu'au contraire, les circonstances de la présente affaire justifient que la Cour indique les mesures conservatoires sollicitées par la Guinée équatoriale. Sur les faits, l'essentiel a été dit par mon confrère Sir Michael Wood. Cela étant dit, il faut rétablir la chronologie exacte des événements qu'une présentation ne restituant pas tous les éléments a rendu confus hier, alors qu'ils sont on ne peut plus clairs. Premièrement, contrairement à ce qu'a fait croire hier la France, c'est dès le 4 octobre 2011 et non pas à partir du 27 juillet 2012 que l'ambassade de la Guinée équatoriale a communiqué au ministère des Affaires étrangères de la France qu'elle disposait depuis plusieurs années d'un immeuble 642 avenue Foch. Je cite, qu'elle utilise pour l'accomplissement des fonctions diplomatiques sans qu'elle ait formalisé expressément auprès des services. Fin de citation. La Guinée équatoriale ne dit pas qu'elle est propriétaire de cet immeuble. Elle ne dit pas qu'elle a acquis depuis plusieurs ans. Elle reconnaît qu'elle n'avait pas formalisé expressément l'immeuble. Mais elle dit qu'elle dispose d'un immeuble utilisé à des fins de locaux diplomatiques. Au demeurant, la partie adverse fait mention de la note du ministère des Affaires étrangères du 11 avril répondant à l'ambassade de la Guinée équatoriale qu'il ne considérait pas l'immeuble comme faisant partie des locaux, sans dire à quel message répondait cette note du 11 avril. Bien entendu, elle répondait à la note de la Guinée équatoriale précédemment citée. Tout au long des échanges diplomatiques entre les deux pays, et il y en a eu au moins une trentaine, la Guinée équatoriale n'a cessé de réitérer le statut diplomatique de l'immeuble du 42 avenue Foch abritant les locaux de sa mission diplomatique. Deuxièmement, la France a mis dans le dossier des juges une lettre du 14 février 2012 du président Obiang au président Sarkozy, dans laquelle, selon elle, le président de la Guinée équatoriale reconnaît que l'immeuble, je cite, appartenait à son fils. Fin de citation. Mais nos contradicteurs trouvent dans cette lettre quelque chose qui ne s'y trouve pas. Le président Obiang dit très clairement, et je cite, à cause des pressions exercées contre la personne de son fils, du fait d'une supposée acquisition illégale des biens, il a décidé de revendre le dit immeuble au gouvernement de la République de Guinée équatoriale. Fin de citation. Et surtout, le président bien précise, je cite, à ce jour, l'immeuble en question est une propriété légalement acquise par le gouvernement de la République de Guinée équatoriale. Fin de citation. Voilà les faits exacts, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. Dans ce plaidoirie d'hier, la partie adverse a demandé le rejet de la demande en indication des mesures conservatoires de la Guinée équatoriale au motif, outre le défaut de compétences prima facie de la Cour, je cite, les droits revendiqués par la République de Guinée équatoriale n'étaient pas plausibles et que la demande des mesures conservatoires constituait un détournement de procédure.
si la jurisprudence dégagée à la condition des droits plausibles, si la jurisprudence a dégagé la condition des droits plausibles, on ne peut en dire autant de la notion de détournement de procédure invoquée par la France. Ces arguments n'éclairent en rien la Cour sur l'objet de la présente procédure. S'ils tendaient à montrer que les droits de la Guinée équatoriale ne sont pas plausibles, il leur aurait suffi de se reporter au plaidoirie de la Guinée équatoriale de lundi pour s'en convaincre. Nous n'y reviendrons donc pas. L'argument du détournement de procédure, qui manque de surcroît de fondement dans votre jurisprudence, doit donc être écarté. Les hautes fonctions de vice-président de la Guinée équatoriale n'étant pas contestées, pas plus que le droit de propriété de ce pays sur l'immeuble 6042 avenue Foch qui abrite les locaux de sa mission diplomatique, la Cour doit conclure que le droit de la Guinée équatoriale à l'immunité de son vice-président et à l'inviolabilité des locaux de sa mission diplomatique sont plausibles. La France s'est efforcée tout au long de ses plaidoiries à démontrer non pas que le vice-président n'est pas vice-président, ce qui lui était au demeurant irrecevable, mais que le vice-président ne jouissait pas d'immunité, parce qu'il n'appartenait pas à la soi-disant Troïka. D'autre part, que l'immeuble du 42 avenue Foch n'était pas des locaux d'une mission diplomatique. Il s'agit là des questions qu'il convient de réserver pour le fond. Pour rappel, le critère de plausibilité des droits renvoie à celui de vraisemblance. La position du vice-président et la propriété de la Guinée équatoriale sur l'immeuble 42 avenue Foch étant établie, il est plausible qu'un tel organe et qu'un tel bien jouirait de l'immunité et de l'inviolabilité en vertu du droit international. Qu'ils en jouissent effectivement n'est pas le sujet de la présente procédure en indication de mesures conservatoires. Seule une décision au fond de votre cour pourrait la confirmer ou la contredire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, la France a prétendu hier, outre donc ces conditions prima facie de droit plausible, il fallait établir, je cite, d'autres conditions bien connues et établies de longue date par votre jurisprudence, l'urgence et le risque de préjudice irréparable, fin de citation. En réalité, ce que la France croit identifier comme d'autres conditions au pluriel n'en est qu'une. La condition de risque réel et imminent de préjudice irréparable. Dans l'ordonnance en indication des mesures conservatoires rendues à l'affaire de certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière, la Cour déclare que son pouvoir, je cite, d'indiquer des mesures conservatoires ne sera exercé que s'il y a urgence, c'est-à-dire s'il existe un risque réel et imminent qu'un préjudice irréparable soit causé au droit en litige, fin de citation. L'expression c'est-à-dire est explicative de ce qu'il faut entendre par urgence et n'introduit pas un nouveau critère distinct de celui-ci. Cette condition implique de répondre à la question de savoir si on peut s'attendre à ce qu'il soit porté atteinte aux droits de la partie qui demande les mesures conservatoires, de telle sorte qu'à défaut d'ordonner les mesures demandées, un risque, même une décision sur le fond ne pourrait remédier le préjudice causé à ce droit. Nous avons longuement exposé ces critères lors du premier tour de plaidoirie lundi matin. On se limitera ici à répondre aux arguments de la partie adverse, selon laquelle il n'y a pas de risque imminent de préjudice irréparable, tant pour l'immunité du vice-président que pour l'inviolabilité des locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale. Pour réfuter l'imminence d'une atteinte aux droits de la Guinée équatoriale, qui justifie la présente demande en indication des mesures conservatoires, l'on a expliqué longuement que la lenteur des procédures pénales françaises rendrait les demandes de la Guinée équatoriale irrecevables quant au risque d'atteinte à l'immunité du vice-président et à l'inviolabilité de l'immeuble de 6042 avenue Foch. On a entendu, je cite,
qu'une éventuelle condamnation à une peine privative de liberté ne deviendrait définitive qu'après plusieurs années. Fin de citation. Et qu'une confiscation, je cite, n'interviendrait pas avant plusieurs années. Fin de citation. La partie adverse voudrait faire croire que la Guinée équatoriale devrait se réjouir de la prétendue lenteur de la justice française, une lenteur sur laquelle elle n'exercerait aucun contrôle. L'utilisation du conditionnel et des probabilités montre à elle seule le risque qui pèse sur les droits de la Guinée équatoriale. La présente procédure repose précisément sur notre volonté d'éliminer ce risque. L'argument de la France selon laquelle votre cour n'a jamais jugé qu'une procédure pénale en cours concernant un agent de l'État autre que ceux de la Troïka risquerait de causer un préjudice grave et irréparable est spécieux. La partie adverse ne peut ignorer que la solution de votre cour dans une affaire dépend des circonstances de chaque espèce. En l'occurrence, dans l'affaire du mandat d'arrêt, il n'y a aucune commune mesure, il n'y a rien de commun, voulais-je dire, entre celles-ci. En l'occurrence, disais-je, l'affaire du mandat d'arrêt n'a de commun à celle-ci, donc à l'affaire en présence, que la nature pénale des procédures nationales et l'immunité personnelle d'une personne occupant un rang élevé dans l'État. Pour le reste, si M. Yérodi a été devenu par la suite ministre de l'Éducation, et par conséquent occupant des fonctions, selon vos propres termes, je cite, moins exposé à des déplacements fréquents à l'étranger, fin de citation, nous sommes dans la présente affaire précisément dans une situation inverse. M. Teodoro Nguema Obiang-Mangue est devenu entre-temps vice-président de la Guinée équatoriale. Il remplit à la différence du ministre de l'Agriculture qu'il était au moment de l'ouverture des procédures pénales en France, les fonctions qu'il expose, au moins autant qu'un ministre des Affaires étrangères, à des déplacements fréquents à l'étranger. La Guinée équatoriale a fourni au paragraphe 18 de sa demande en indication des mesures conservatoires une liste fournie, néanmoins purement illustrative, de nombreux déplacements à l'étranger de M. Teodoro Nguema Obiang-Mangue en sa qualité de second vice-président chargé de la défense et de la sécurité. Je n'y reviendrai donc pas. Mais depuis qu'il est vice-président, chargé notamment de la défense et de la sécurité nationale, le 30 juin 2016, peu après sa nomination, il a reçu en audience l'ambassadeur de France à Malabo, M. Christian Bader, pour discuter de la coopération militaire. Il supervise entre autres la mise en œuvre de la coopération militaire bilatérale franco-équato-guinéenne du 9 mars 1985. L'ambassadeur de France était le premier diplomate à se rendre au bureau du vice-président pour le féliciter après sa nomination à ce poste. Le vice-président l'a reçu en compagnie du ministre de la Défense nationale qui est placé sous son autorité. Tout récemment, le 30 juillet 2016, le vice-président a conduit une délégation de haut niveau de la Guinée équatoriale au sommet des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, auquel ont pris part des chefs d'État et de hauts représentants des États membres de cette communauté, parmi lesquels le président de la République du Congo, la République centrafricaine, du Gabon et les premiers ministres du Cameroun et du Tchad. En août 2016, le vice-président a rendu une visite officielle au Brésil où il a eu des réunions officielles relatives à la coopération militaire. Comme le montrent les exemples qui précèdent, dans ses fonctions de vice-président, M. Teodoro Nguema Obiang-Mangue occupe des fonctions de rang élevé ayant clairement un caractère international. Il est un des principaux représentants de son pays sur le plan international, à vrai dire le deuxième après le chef de l'État. Les déplacements à l'étranger font partie intégrante et indispensable de son rôle et il est impliqué dans la conduite des relations internationales de la Guinée équatoriale sur des questions de la plus haute importance nationale. La France prétend qu'il ne peut être porté préjudice de manière irréparable aux hautes fonctions de vice-président de la Guinée équatoriale en charge de la défense et de la sécurité, sous prétexte que ces fonctions seraient remplies par d'autres ministres et personnalités de l'exécutif de la Guinée équatoriale.
D'une part, comme vice-président, M. Théodore Nguema Obiang Mangue est en charge de bien plus de responsabilités que celles uniquement relatives à la défense et à la sécurité de l'État. Il est constitutionnellement la deuxième personnalité de l'exécutif au-dessus du Premier ministre. D'autre part, bien que les fonctions appartiennent à l'État et peuvent être exercées par toute personne qui en est chargée, le critère pertinent, selon votre jurisprudence, n'est pas celui du risque réel et imminent pour la fonction, c'est le risque réel et imminent de préjudice irréparable aux droits des partis. Et de toute évidence, il revient à chaque État de désigner telle personne à telle fonction. La France fait ensuite valoir que si M. Théodore Nguema Obiang fut l'objet d'un mandat d'arrêt par le passé, il est, je cite, hautement improbable, fin de citation, qu'il le soit pour le futur. Le critère que vous avez toujours pris en compte, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, c'est s'il existe un risque réel et imminent de préjudice irréparable. Dès qu'il est simplement possible, le risque d'atteinte aux droits d'une partie doit ouvrir droit à des mesures conservatoires. Telle a été votre position dans l'affaire Congo-France, lorsque vous avez refusé les mesures conservatoires concernant un général congolais, parce que le Congo, avez-vous dit, je cite, n'a pas démontré qu'il est probable, voire seulement possible, que les actes de procédure dont le général Dabira a fait l'objet causent un préjudice irréparable quelconque aux droits dont se prévaut le Congo. Fin de citation. Il s'ensuit donc que la seule possibilité de risque suffit à votre cour pour indiquer des mesures conservatoires. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, la France a utilisé pas moins de 6 fois l'adjectif improbable dans ce plaidoirie d'hier. Vous avez bien compris que la démonstration que je viens de faire, que ce terme ne correspond à aucun critère consacré par votre jurisprudence. À défaut pour la France d'affirmer qu'il est impossible qu'un mandat soit délivré contre le vice-président de la Guinée équatoriale, la Cour doit répondre favorablement aux demandes que la Guinée équatoriale sollicite. L'argument selon lequel le vice-président de la Guinée équatoriale peut toujours accomplir ses fonctions par une mission spéciale est malvenu et je dois dire paradoxal. Malvenu dans la mesure où c'est précisément cette intrusion dans la souveraineté d'un État et dans ses affaires intérieures que la Guinée équatoriale conteste. Il ne revient pas à un État souverain de dicter à un autre État souverain la manière de conduire ses relations internationales. L'argument est en outre paradoxal, en ce qui consiste à dire que la Guinée équatoriale consiste à dire, je pas la France à la Guinée équatoriale, la France n'ignore pas l'immunité rationnelle personnelle de votre vice-président, mais lors même qu'il est convoqué devant la justice pénale française, il peut toujours séjourner en France en toute tranquillité, dans le cadre des missions spéciales, pendant que son procès suit son cours. On ne saurait convaincre la Cour, nous en sommes persuadés, avec un tel argument tiré par les cheveux. Monsieur le Président, on a également reproché à la Guinée équatoriale de n'avoir pas fourni des exemples d'intrusion ou de perturbation. Monsieur le professeur, je vous demande de m'excuser et je dois vous interrompre parce que nous avons un petit problème de temps. Il reste seulement 5 minutes de temps à Je crois que c'était 5. Merci, Monsieur le Président. Oui, et l'agent de la Guinée équatoriale doit encore faire ses conclusions. Alors, j'aimerais savoir si vous allez conclure votre intervention. Je conclus là, je prie respectueusement le... Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.